présente, je m'appelle Marc Reich. J'ai une formation initiale d'ingénieur en informatique. J'ai passé 7 ans à la fac de sciences de Montpellier. J'ai exercé le métier d'ingénieur en informatique pendant 10 ans. Maintenant, je suis magnétiseur. Je me suis beaucoup intéressé à l'alimentation, entre autres. Et donc, je donne des conférences sur l'alimentation, des ateliers de cuisine vivante. Et donc, je vous ai mis des flyers sur le stand d'Avec Nature pour des ateliers de cuisine crue et des stages en alimentation vivante, si ça vous intéresse. Et donc, je vais vous parler d'écologie de l'alimentation et du lien qu'il y a entre la production de végétaux et de viande, de laitage, l'état écologique de la planète et la santé en général. Donc, on va commencer par des petits chiffres assommants pour avoir un aperçu de la production alimentaire dans le monde. Donc la viande, on produit 300 millions de tonnes de viande par an. Il y a 3% de viande qui est produite en France qui est bio. Dans le monde, on est à peu près à 1,5%. En poisson, on a 160 millions de tonnes qui sont produites par an, 80 millions de tonnes en capture, 80 en aquaculture, dont 0,15% sont bio. Je vais essayer de parler un peu plus fort, si on n'entend pas, c'est ça? D'accord. Donc il y a très peu de bio dans la production de viande et de poisson. Le laitage c'est pareil. 770 millions de tonnes par an produites, 3% de bio. Ensuite on a des céréales, 2500 millions de tonnes par an, donc du maïs, du blé, du riz, du soja, 0,4% de bio. Donc vous voyez qu'il y a encore une proportion de chimique qui est assez impressionnante. Les fruits et légumes, à peu près le même schéma, 2 millions de tonnes par an, c'est des chiffres assez hallucinants, et seulement 2% de bio. Du sucre, ensuite 175 millions de tonnes, très peu de bio encore. Ensuite des huiles végétales, 135 millions de tonnes par an, 0,3% de bio. Donc vous constatez que tout ça c'est la production chimique en majorité. Avec tout ça on produit 4000 millions de tonnes de denrées alimentaires consommables, c'est-à-dire à peu près 500 kg par personne et par an. Et un tiers de ces denrées de consommation sont gaspillées chaque année, juste après l'achat ou lors de la production. En termes de consommation d'eau, on consomme à peu près 9000 km3, dont 3000 km3 sont prélevés, et la majeure partie passe à l'agriculture, à peu près 70%. Bon voilà, maintenant on va s'intéresser un petit peu plus en détail à chaque partie. Pour la viande et les poissons, on est dans un monde absolument carnivore. Vous voyez que la consommation a triplé depuis à peu près 40 ans. On est passé de 100 millions de tonnes par an à 300 millions de tonnes. La consommation augmente, surtout depuis 47 dernières années, surtout dans les pays en développement. Vous voyez qu'en France, ça a surtout augmenté depuis les années 50. On est passé à peu près de 30 kg de viande par habitant et par an à peu près 100 kg de viande par habitant et par an, donc 3 fois plus. Je ne sais pas si on est 3 fois en meilleure santé que dans les années 50. Et pour le poisson, on a à peu près le même schéma. En 60 ans, on a multiplié la pêche et la production par 80, par 8 à peu près par an. On est passé de 20 millions de tonnes à 160 millions de tonnes. Alors, l'élevage, donc on a à peu près cité les chiffres de production par an, et on voit que ça occupe à peu près 78% des terres agricoles exploitées, en termes de surface pour les animaux et la surface de production d'aliments que vont manger ces animaux. Il y a 740 millions de tonnes de céréales chaque année qui sont dédiées à l'élevage, c'est-à-dire à peu près 30% de la production totale. Et avec cette quantité de céréales, on pourrait nourrir 940 millions d'humains. On verra tout à l'heure qu'il y a 900 millions de gens qui ne mangent pas à leur faim chaque année et qui meurent de faim. Et la production donc, de viande est assez énergivore et consommatrice surtout de ressources. Pour 1 kg de bœuf, il faut à peu près 16 kg de grains et 160 litres d'eau. Vous voyez qu'on pourrait nourrir quand même beaucoup de personnes avec juste 1 kg de viande si on mangeait que du végétal. Si on rapporte la production d'aliments à une surface agricole, on voit rapidement que les aliments carnés consomment entre 20 et 50 fois plus de surface qu'un aliment végétal. Vous voyez les légumes et pommes de terre qui font 6 mètres carrés. Pour du bœuf et du poisson, il faut entre 200 et 300 mètres carrés. C'est-à-dire 1 kg d'aliment. L'élevage, c'est un problème écologique majeur. En 2006, la FAO a produit un rapport qui s'appelle Livestock Long Shadow, donc l'ombre de l'élevage, où la FAO statuait que l'élevage était une des causes principales des problèmes environnementaux majeurs. Les problèmes environnementaux majeurs, c'est entre autres la déforestation.
Vous savez qu'on déforeste beaucoup de surface pour planter des céréales et pour faire de l'élevage. Vous avez un chapitre dans un documentaire qui s'appelle We Feed the World, qui s'appelle Pourquoi les poulets européens dévorent la forêt amazonienne. On vous montre que les paysans amazoniens coupent la forêt primaire pour planter du soja, et la majeure partie de ce soja est importée en Europe pour nourrir nos poulets. Après la déforestation, il y a bien sûr la pollution de l'air. Tous ces élevages intensifs, vous voyez les densités d'animaux au mètre carré, tous ces élevages libèrent beaucoup de gaz toxiques qui polluent l'atmosphère et qui augmentent le réchauffement climatique, comme le monoxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac. C'est aussi l'élevage et la pollution de l'eau. Vous avez tous les produits, les déchets animaux qui vont continuer à contaminer les nappes phréatiques et l'eau, les produits de traitement comme les antibiotiques, les hormones. L'élevage réduit aussi énormément la biodiversité à cause justement de la densité de production, de tous les produits chimiques qui sont utilisés. Vous avez par exemple la photo d'un bœuf qui s'appelle Belgian Blue. C'est un bœuf OGM, duquel on a retiré la séquence génétique qui limite la croissance de la masse musculaire. Et donc ce bœuf a une masse musculaire 40% supérieure à celle d'un bœuf normal. C'est-à-dire qu'il est naturellement obèse et donc il produit beaucoup plus de viande qu'un bœuf normal. Il mange que de l'herbe? Il mange que de l'herbe. C'est au niveau génétique qui a été modifié pour que sa croissance musculaire ne s'arrête pas. C'est absolument terrible. Et l'élevage contribue énormément à l'érosion et à la destruction de la vie dans les sols, à cause justement de toutes les substances chimiques et de la concentration d'animaux au mètre carré. L'élevage, c'est aussi une production qui est pas très saine si vous vous renseignez sur la façon dont sont transportées, dont sont conditionnées et distribuées les viandes. C'est absolument terrible. Il y a une contamination absolument terrible du stock alimentaire par des viandes avariées, des conditionnements approximatifs, non-respect de la chaîne du froid. Et l'élevage et la production de viande, c'est aussi la souffrance et le massacre de 60 milliards d'animaux chaque année. Ça fait à peu près 200 millions d'animaux qui sont tués chaque jour, soit à peu près 3 secondes guerres mondiales. Vous savez qu'on commémore les massacres humains en grande pompe chaque année, et pourtant tous les jours on reproduit ça 3 fois au niveau des animaux. Ça fait des dizaines d'années que ça dure, et c'est absolument terrible. Et la production, selon les statistiques, devrait doubler d'ici 2050. Voilà. L'héritage, on a à peu près le même schéma de production. La production totale mondiale a doublé en 40 ans. Donc c'est dû à l'évolution de l'augmentation de la population, mais vous voyez aussi qu'en France, si on prend un indice 100 dans les années 60, on constate qu'on consomme 20 fois plus de yaourts et de desserts lactés en France que dans les années 60, 15 fois plus de glace et de sorbet, 11 fois plus de crème. Vous voyez que la consommation de laitage a été extrêmement amplifiée en France. Vous savez qu'on est l'un des pays fortement producteurs de laitage et de yaourt. Donc voilà, on produit 770 millions de tonnes par an, seulement 3% de bio, on est à peu près à 5% en France. C'est toujours une production intensive assez désastreuse pour l'environnement, qui utilise beaucoup d'antibiotiques et de produits chimiques pour les bêtes, pour qu'elles puissent survivre à la production intensive en fait. Et les bêtes malheureusement souffrent énormément et sont assez malades, avec beaucoup de mammites et beaucoup d'infections et beaucoup d'asthme chez les vaches qui sont entassées. C'est comme dans Matrix en fait, on cultive les animaux pour leur retirer du lait en fait. Et ça, donc ça pollue aussi énormément le lait. Donc les céréales, pareil, c'est une surproduction assez intensive qui coupe beaucoup la forêt pour avoir des surfaces agricoles, qui a complètement détruit tous les bosquets et toutes les lignes de démarcation entre les terrains de production pour avoir un sol qui est complètement mort. Vous voyez là, ce sol qu'on voit, c'est uniquement du sol minéral, il y a de l'argile, des pierres, mais il n'y a plus aucune substance vivante dans ce sol. Et c'est essentiellement de la culture chimique, donc on utilise beaucoup d'engrais, 180 millions de tonnes d'engrais par an, donc 4 millions de tonnes en France l'an dernier, 300 000 tonnes de pesticides chaque année, et en France on est des champions du monde de consommation de pesticides, un tiers des pesticides produits chaque année sont utilisés en France, à cause de la culture intensive, notamment de blé et de maïs. Et donc la culture de céréales et de végétaux en général contribue énormément à la destruction de la vie dans les sols, à l'érosion des sols et aussi l'acidification des sols, qui les rend complètement stériles et difficilement exploitables. Pour les fruits et légumes, on a à peu près le même schéma. Donc 2 millions de tonnes produites par an, seulement 2% de bio. En France, on doit être à 5%, l'Italie est à 12% de bio, l'Espagne à 7%, mais ça reste majoritairement du chimique. Sur la surface totale agricole mondiale, on est à 0,9% de bio. Et pour comparer, on est à 4,5%, 4,25% d'OGM. Vous voyez, même si tout le monde est au courant que le bio c'est bien meilleur, qu'il faut développer, qu'il faut encourager les gens,
La réalité montre qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour développer le bio parce qu'on est vraiment très très en dessous de ce qu'on attend. Donc la production chimique est totalement intensive. Vous avez là une image de Almeria, au sud de l'Espagne. Il y a 40 000 hectares de serres de production uniquement chimique qui envahit l'Europe de ces produits et qui exporte aussi énormément de fruits et légumes à Dakar, en Afrique, qui est le marché agroalimentaire principal de Dakar, et où les produits d'Almeria sont vendus bien moins cher, je crois le tiers du prix de ce que peuvent produire les agriculteurs locaux africains. Et donc ça contribue à faire que l'Afrique meurt de faim parce que les paysans ne peuvent pas se vivre de leur production agricole locale. Si on écoute Claude Bourguignon, on revient un petit peu en arrière. Claude Bourguignon qui a donc démissionné de l'INRA quand il a vu que quand il tirait la sonnette d'alarme par rapport à la destruction des sols par l'agriculture chimique, personne ne l'écoutait. Il a construit son propre labo d'analyse des sols. Et il a vu qu'en fait l'agriculture moderne chimique a détruit 90% de l'activité microbiologique dans les sols européens et a fait disparaître 92% des agriculteurs en 50 ans, c'est-à-dire que les exploitations agricoles se sont intensifiées. Avant, on avait un agriculteur qui exploitait 5-6 hectares pour faire vivre sa famille. Maintenant, on a des agriculteurs qui sont forcés de cultiver 20, voire 30 hectares tout seuls pour faire vivre leur famille parce que les prix de l'alimentaire ont complètement baissé. La tonne de blé est moins chère que la tonne de sable à produire. Donc, ils sont forcés de faire de la culture intensive à cause de l'économie. La consommation d'eau, donc voilà, on est à peu près à 9000 km3 prélevés. La viande et les produits laitiers consomment à peu près 50% de l'eau totale consommée dans le monde. La production, c'est quand même relativement énorme. Pour produire un aliment animal, il faut à peu près 5 fois plus d'eau que pour produire un aliment végétal. Donc, par exemple, la viande, il faut à peu près 13 500 litres d'eau. Si on ramène les végétaux, plus l'eau consommée par l'animal, plus tout l'entretien, il faut à peu près 15 500 litres d'eau. Pour les céréales, il faut un peu moins, il faut 1300 litres d'eau, je crois. Et pour les végétaux, fruits et légumes, il faut 200 à 300 litres d'eau. Donc voilà, on constate que quand même, pour produire des animaux, ça consomme énormément de flotte. On voit maintenant la pollution que ça génère. 70% des ressources mondiales sont dégradées ou polluées, malheureusement. En Europe, on a 25% des cours d'eau qui sont pollués à un niveau extrême, c'est-à-dire l'eau est toxique, il ne faut absolument pas la boire et elle dégrade l'environnement dans lequel elle coule. Et 90% des cours d'eau ont des forts taux de nitrate qui vient principalement des engrais azotés de l'agriculture. La majorité des cours d'eau d'Europe sont pollués ou menacés d'une très grande perte de biodiversité. C'est une étude européenne de 2012 qui a fait ce constat et qui a mesuré la présence des concentrations assez significatives de 148 pesticides et de nombreux produits chimiques, des PCB, des parabènes, des choses qui sont relâchées par l'industrie mais aussi beaucoup par l'agriculture. Ils ont conclu que plus de 50% des eaux polluées d'Europe sont dues à l'élevage intensif, et y compris l'élevage de poissons. Parce que vous avez vu maintenant, la moitié de production de poissons, c'est de l'aquaculture. Pour nous faire avaler toutes ces bonnes choses, toutes ces denrées alimentaires sont emballées, traitées, conditionnées. Et donc ce processus de conditionnement et de traitement des aliments pour les vendre nécessite beaucoup de produits d'emballage, des anti-agglomérants, des antioxydants, des substances chimiques, il y a des nanoparticules dedans dont on ne parle absolument pas, et ces substances contaminent les aliments. Dans les emballages, vous avez aussi beaucoup d'aluminium, de carton et d'encre qui contiennent des métaux lourds, toutes ces substances passent dans les aliments lors de leur conservation, de leur stockage, donc vont contaminer les aliments et l'environnement par la suite. Et dans les emballages, il y a surtout du plastique, donc on produit 280 millions de tonnes par an de plastique. Sur ces 280 millions de tonnes, 8 millions de tonnes finissent dans les océans, par déchets ou par ruissellement. Et avec ce plastique, on produit par exemple 300 milliards de bouteilles en plastique chaque année. C'est-à-dire à peu près 1 milliard de bouteilles en plastique chaque jour. Même si on sait que ça pollue extrêmement l'environnement, et on continue à fonctionner de cette façon parce qu'on est pris un peu par la machine industrielle qui ne peut pas faire autrement. Si bien qu'on trouve maintenant des particules de plastique partout dans l'environnement. Dans la bière, dans le miel, dans la plupart des produits cultivés, on a trouvé dans le miel des particules des trois types qu'on trouve dans l'environnement partout, des fibres, des fragments, qui sont des fragments d'emballage, et aussi des boulettes, qui sont des résidus de l'industrie. Dans la bière, pareil, on trouve à peu près autour de 100 centilitres de bière, on trouve 7 ou 8 fragments de plastique de taille et de forme différentes. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Vu la contamination du miel, on pense que l'environnement est totalement contaminé par des microparticules comme ça, qui sont de la taille d'une cellule à peu près. C'est entre 10 et 50 microns, les particules de plastique.
Le plastique, donc vous voyez, chaque année on produit 4 000 millions de tonnes de déchets, 2,25 fois plus qu'en 30 ans, à mettre en relation avec les 4 000 millions de denrées alimentaires qu'on produit. Donc vous voyez qu'on produit autant de nourriture que de déchets en fait, apparemment. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et vous avez peut-être entendu parler du Great Pacific Garbage Patch. Maintenant on les met au pluriel parce qu'on a vu qu'il y en a plusieurs. Ce sont des grands plaques de déchets qu'il y a dans le Pacifique, qui pèsent à peu près pour 280 000 tonnes de plastique dérivant sur les océans, qui sont concentrés en plaques par les courants circulaires de l'Atlantique. Cette quantité a été multipliée par 100 en 40 ans, et on trouve dans ces eaux 6 fois plus de plastique que de plancton. Donc je vous ai épargné les images terribles qui montrent les animaux qui se sont remplis de plastique, qui ont l'estomac rempli de plastique qu'ils ne peuvent pas ni digérer ni évacuer, et donc qui meurent de faim parce qu'ils sont remplis de plastique et qu'ils ne peuvent plus absorber de nourriture. Donc vous avez tout un tas de tortues, d'oiseaux, de poissons qui sont littéralement gavés de plastique et qui meurent bêtement, très loin de nous, sans qu'on les voie, sans qu'on le sache. Vous avez un documentaire qui s'appelle Midway Island qui montre ça, ça a déchiré le cœur en fait. On voit qu'on n'a pas de solution pour solutionner ce problème. Le nettoyer, ça coûterait extrêmement cher. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est au moins limiter l'aggravation en arrêtant de consommer du plastique et des emballages au maximum. On va passer maintenant à la consommation d'énergie fossile. Donc vous voyez que depuis les années 1800, on grimpe de façon exponentielle dans la consommation des énergies fossiles. On consomme 12 milliards de tonnes équivalent pétrole, actuellement, c'était en 2005 je crois. Et plus de 80% de cette énergie est de l'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz. Pour produire une calorie alimentaire, en 2010, on consommait 10 calories en moyenne d'énergie fossile. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une agriculture et dans une production alimentaire pétrochimique. Pour la protéine animale, on consomme 25 calories de pétrole, enfin d'énergie fossile. Pour le végétal, 2,2 calories. Donc vous voyez que l'énergie, enfin ce qu'on consomme, a un impact aussi sur la consommation d'énergie en amont pour la production. Et l'alimentation, c'est aussi le transport. Si vous consommez local, vous avez multiplié en 50 km. En moyenne, les aliments qui sont vendus incorporent 1700 km. En tant que production, distribution, emballage, vous avez des crevettes qui sont pêchées en Norvège, qui sont trimballées en Inde pour être décortiquées, retrimballées en Norvège pour être emballées, et ensuite expédiées partout dans l'Europe. Donc les crevettes décortiquées de Norvège, vous voyez qu'elles incorporent beaucoup de kilomètres. Un yaourt incorpore à peu près 6000 km entre le contenu du yaourt, le pot en plastique, l'étiquette, l'emballage, c'est à peu près en moyenne 6000 km. Donc on va voir que consommer local est assez important aussi pour ça. Donc on peut vraiment parler de pétro-agriculture. Et quand on parle de tomates bio ou de tomates, on ferait peut-être mieux de parler de tomates normales, c'est-à-dire une tomate bio vivante, et de pétro-tomates. Parce que là vous avez une culture à base d'engrais et de pesticides et d'herbicides qui sont essentiellement des produits chimiques. Et donc vous avez des plantes qui sont nourries à engrais NPK, azote, phosphore, potassium. Et ça fait des plantes qui ont les nutriments juste nécessaires pour pousser avec l'azote. Elles vont construire des tiges, des feuillages. Avec le phosphore, elles vont construire des racines et des fleurs. Et le potassium, qui est largement annexé dans cet engrais, va les rendre complètement acides. Du coup, elles vont être obligées de se gorger d'eau pour ne pas mourir par acidose et brûlées par le potassium. Du coup, vous avez des plantes qui sont complètement sous-nutries, qui n'ont pas beaucoup de nutriments dans le sol, qui sont complètement gorgées d'eau, qui sont donc beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus malades, beaucoup plus sensibles aux parasites et aux maladies. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup de traitements chimiques, de pesticides, d'herbicides, pour qu'elles puissent vivre et se développer jusqu'à maturité sans mourir. Et donc on constate que la valeur nutritive des aliments s'est nettement dégradée depuis 50 ans. On trouve 100 fois moins de vitamine C dans une pomme qu'il y a 50 ans. 21 fois moins de vitamine A dans les oranges, 4 fois moins de calcium dans les brocolis. Et donc les animaux qui sont nourris par ces aliments, eux aussi, sont ils sont anémiés en fait, ils sont en carence de nutriments. Vous avez dans la viande 2 fois moins de fer. Vous avez 2 fois moins de fer, dans les laitages aussi, vous avez beaucoup moins, si je peux avancer. Vous avez beaucoup moins d'acides gras essentiels, et vous avez des animaux donc, qui sont complètement malades parce qu'ils sont nourris par des aliments chimiques qui sont presque privés de nutriments et de vitamines. Donc on peut vraiment parler de pétro-agriculture qui sous-nourrit les gens et les animaux. Dans le monde, on fait le constat qu'il y a actuellement 900 millions d'affamés, c'est-à-dire de gens qui meurent de faim chroniquement, 1,5 milliard de personnes qui ne mangent pas suffisamment à leur faim, et de l'autre côté, 500 millions d'obèses et 1,4 milliard de gens qui sont en surpoids.
Donc vous voyez là une symétrie qui est quand même assez frappante entre la sous-nutrition et la mauvaise distribution de l'aliments, et de l'autre côté des gens qui mangent trop et qui mangent trop mal en fait. C'est quand même assez surprenant cette symétrie. Concernant l'accès à l'eau, on a 1 milliard de personnes qui sont sans eau potable et 2,5 milliards de personnes qui sont sans assainissement d'eau potable, donc qui consomment de l'eau polluée ou pas assainie ou complètement délétère. Et en plus, on voit que 30% de la population mondiale, donc c'est quand même assez énorme, est mal nourrie. C'est-à-dire ce sont des gens qui mangent à leur faim et qui mangent des aliments malsains et qui donc sont en surpoids ou malades et anémiés. On a des obèses anémiés et on peut faire le parallèle avec les plantes élevées à l'engrais NPK, c'est-à-dire des plantes qui sont nourries avec des nutriments de base, mais qui elles-mêmes sont anémiées et en manque de nutriments pour les rendre vivants en fait. Donc les obèses anémiés sont comparables à ces plantes qui poussent par de l'engrais chimique, qui les structure mais qui ne les nourrit pas en fait. Et on fait le constat que la malbouffe est 3 fois plus meurtrière que la malnutrition, à cause des maladies cardiovasculaires, des problèmes de diabète que ça entraîne. Comment en est-on arrivé là? Olivier de Schutter, qui était rapporteur spécial à l'ONU pour le droit à l'alimentation, faisait ce constat en 2012. Une nutrition malsaine est une catastrophe en matière de santé publique. Il nous déclarait que le système alimentaire crée des gens malades. C'est quand même assez surprenant, avec toutes les technologies qu'on met dedans, toute l'énergie qu'on y dépense et toute l'ingénierie qu'il y a, il nous déclare que le système alimentaire crée des gens malades, alors qu'ils sont censés nous nourrir. Il s'agit selon lui d'augmenter les taxes sur les produits malsains, de réguler les aliments riches en graisses saturées, en sel et en sucre, d'introduire une réglementation plus restrictive sur la publicité sur les aliments malsains, de revoir les politiques agricoles qui subventionnent la production d'ingrédients malsains, et enfin de soutenir la production agricole locale, alimentaire locale. Les premières surprises, c'est qu'on se dit, mais quand on subventionne la production d'aliments malsains, on autorise la publicité pour les aliments malsains. Si on sait que c'est malsain, pourquoi les autoriser, pourquoi les subventionner? La seule définition qu'on trouve dans cet article d'Olivier de Schutter sur qu'est-ce qu'un aliment malsain, ce sont des aliments riches en graisses saturées, en sel et en sucre. Donc c'est le discours qu'on entend depuis 40 ans, limiter les graisses, limiter le sel, limiter le sucre. Mais on ne sait pas vraiment quels sont les aliments malsains en consultant cet article. Olivier de Schutter donc, a raison quand même de s'inquiéter, parce que quand on voit les statistiques de l'obésité, on voit que ça monte en continu depuis une trentaine d'années. Vous avez aux États-Unis voilà, presque 80% des gens qui sont en surpoids, c'est-à-dire moins de 20% de poids excessif par rapport à leur taille. Les pays anglo-saxons sont champions dans le surpoids. Si on voit ensuite les statistiques du diabète aux États-Unis, on voit qu'à peu près, on a à peu près 20% des gens qui sont diabétiques. Pardon, 8% des gens qui sont diabétiques. Si on voit le taux d'obésité chez les jeunes aux États-Unis toujours, on voit qu'on a à peu près 20% d'obèses chez les moins de 20 ans. Et plus les gens sont jeunes, plus ils sont obèses. Vous voyez que la tranche d'âge de 6 à 10 ans sont plus obèses que les 10 à 15 ans aux États-Unis. Donc c'est particulièrement inquiétant et on voit que c'est l'alimentation qui est vraiment responsable de cette crise d'obésité et de diabète. Tout ça, c'est dû à ce qu'on appelle le nutritionnisme des années 70. Donc c'est une doctrine qui nous dit que manger, comment manger pour être en bonne santé, qui a produit cette pyramide alimentaire qui est toujours en vigueur à l'AFSA, à tous les organismes qui s'occupent de notre alimentation. Manger essentiellement des céréales et des dérivés, sous toutes leurs formes, quelle que soit leur forme, transformés ou pas, des légumes et des fruits, des produits laitiers à chaque repas, de la viande, du poisson et des œufs tous les jours, et ensuite très peu de matières grasses et du sucre. Les conseils du nutritionnisme des années 70, c'est moins de graisse, de sel et de sucre, ce que nous disait Olivier de Schutter, plus de glucides pour remplacer les matières grasses, des légumes et des fruits, des protéines animales, végétage. Un aliment est simplement défini comme étant une association de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et de fibres. Et une calorie, d'où qu'elle provienne, c'est une calorie. Quoi que vous mangiez, c'est très bien, ça vous nourrit, ça vous apporte de l'énergie. Malheureusement, le nutritionnisme des années 70 ne vous parle pas des méfaits des raffinages, de la cuisson, des différentes transformations industrielles, des acides gras trans, de toutes ces choses qui font du mal à la santé. Elle conseille généreusement de manger tout ça sans vous alerter des effets nocifs que ça peut avoir sur la santé. Et pourtant, c'est vraiment un problème, parce que le nutritionnisme des années 70, c'est une doctrine qui est mise en place, pas pour la santé, mais pour l'industrie. En fait, le nutritionnisme des années 70 considère l'alimentation comme une composition chimique alimentaire, et c'est la voie royale ouverte au supermarché. Ça autorise tous les processus de conditionnement, de traitement,
de dénaturation des aliments pour que les industriels puissent facilement produire et distribuer des aliments à grande échelle, et donc avoir des productions de masse en fait, à grande échelle pour surtout faire de l'argent. Ce n'est pas du tout des directives qui sont bonnes pour la santé, mais vraiment pour l'industrie. Le nutritionnisme des années 70, c'est d'abord des aliments morts. Vous avez plus d'enzymes dedans, les quelques enzymes que vous trouvez, c'est des enzymes de synthèse qui ont été rajoutées artificiellement. C'est des aliments qui contiennent très peu de nutriments et de vitamines, parce que toutes ces vitamines, ces nutriments ont été dénaturés par la cuisson, les différents processus de raffinage, d'extraction, de transformation. Et c'est surtout des aliments morts qui sont rendus morts par le conditionnement. Il faut bien comprendre qu'un aliment, pour qu'il soit facilement stockable, transportable et qu'il ait une durée de vie longue, il faut qu'il soit complètement inerte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enzymes, plus de vitamines, plus aucun processus vivant à l'intérieur qui transformerait l'aliment, qui transformerait son goût, son apparence. Donc vous avez tout un tas de procédés qui consistent à tuer l'aliment, entre autres vous avez de l'ionisation, donc on parle très peu, c'est pas marqué sur l'emballage. On irradie les aliments avec des rayons radioactifs, et donc ils sont eux-mêmes un petit peu radioactifs. Après, on irradie 5 000 tonnes d'aliments en France chaque année. Le nutritionnisme des années 70, c'est aussi des aliments malsains. On vous conseille de manger de la viande et du poisson, mais on a déjà constaté depuis longtemps que la viande et le poisson contiennent des graisses saturées qui favorisent l'acidose, c'est-à-dire l'acidification du corps, qui est un terrain favorable pour les cancers, pour la baisse d'activité du pancréas et de la rate. On a constaté que les gens qui mangent beaucoup de viande et de poisson sont beaucoup plus sensibles au cancer, sensibles aux maladies cardiovasculaires, à la détérioration du système vasculaire. Donc c'est un aliment en soi qui n'est pas bon. Et laitage, alors c'est le même problème, on vous dit mangez du lait pour avoir du calcium, pour être en bonne santé. Malheureusement, la protéine du lait, qui s'appelle la caséine, est très mal digérée par l'organisme. Et donc elle va encrasser les intestins, mais elle va passer dans le milieu intérieur, passer dans le sang. Et là, ça va provoquer tout un tas de maladies, d'encrassement, d'élimination, qui vont détériorer l'état général sans qu'on puisse facilement le relier à l'alimentation. En fait. Dans les laitages, vous avez aussi un très mauvais rapport entre le phosphore et le calcium, qui va donc provoquer une acidification du corps, et paradoxalement une perte des minéraux. Et donc on constate effectivement que les pays qui consomment le plus de lait et le plus de yaourt sont les pays qui ont le plus d'ostéoporose. C'est quand même paradoxal par rapport au discours du nutritionnisme qui nous dit « mangez du lait pour avoir des os solides ». Au contraire, le lait détruit les os, et vraiment, s'il faut le procédé UHT ensuite de traitement du lait, pour qu'il soit stérilisé, conservable et conditionnable, crée des graisses oxydées et des graisses trans qui sont cancérigènes et qui sont très mauvaises pour la santé des cellules. Ensuite, le nutritionnisme des 70 vous conseille de manger des céréales, entre autres du blé, du gluten. Vous pouvez faire une conférence entière sur le gluten et tous les effets néfastes que ça a sur la santé, tant pour la santé de l'intestin et le fonctionnement gastro-intestinal, que pour aussi le comportement. Le gluten, quand il passe dans le sang et principalement dans le cerveau, il a des effets qui sont comparables aux opiacés. Et donc il fait de très forts troubles du comportement. Vous avez à peu près 100% des schizophrènes qui sont sensibles au gluten. Quand vous les passez sur le régime sans gluten, ils redeviennent normaux, ils perdent complètement leurs symptômes. Quand vous les repassez sous gluten, ils redeviennent schizophrènes. Les autres types d'éléments malsains qu'on trouve dans le nutritionnisme des années 70, ce sont les produits raffinés. Quasiment la totalité des céréales, des sucres et sels qu'on consomme actuellement sont des produits raffinés. On a enlevé l'emballage qui contient toutes les fibres, beaucoup de nutriments. Et donc vous avez des produits qui sont très acidifiants, qui vont augmenter la glycémie pour le sucre et les céréales, la glycémie dans le sang. Donc ça va provoquer une fatigue du pancréas, le diabète et aussi des troubles du comportement en fait. Parce que vous avez tout un tas d'effets sur le cerveau, des pics de glycémie et des chutes de glycémie qui sont consécutives à ces pics, et c'est largement dû à la consommation de produits raffinés. Le nutritionnisme des 70, c'est aussi des aliments toxiques. Des aliments qui sont transformés industriellement par la conservation, le blanchiment. Vous avez tout un tas d'additifs alimentaires qui vont les colorer, leur donner du goût, une texture sympathique. On peut faire aussi une seule conférence de 2 heures sur les additifs alimentaires, tellement c'est un sujet gravissime. Vous avez entre autres des colorants type tartrazine, étiqueté E102, qui est un colorant jaune. La page Wikipédia, qui est pourtant, enfin Wikipédia, c'est pas forcément un site qui est reconnu pour ses prises de position courageuses et révolutionnaires, dit qu'effectivement la tartrazine est supposée être l'une des causes majeures du trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant. Et pourtant, c'est autorisé en France. C'est un additif qui est interdit en Finlande, en Norvège et au Danemark, mais en France, il est encore autorisé. Vous avez le glutamate monosodique,
qui est un exhausteur de goût qu'on trouve dans une trentaine d'ingrédients et dans virtuellement tous les aliments industriels, c'est un neurotransmetteur, le glutamate monosodique. C'est le neurotransmetteur excitateur majoritaire produit par le système nerveux central et donc qui va provoquer tout un tas de à peu près 90 effets secondaires qui vont des troubles du métabolisme jusqu'au cancer, aux troubles du comportement et la dégénération cellulaire. L'aspartame, pareil, c'est un produit extrêmement toxique. Et vous en avez dans à peu près 16 000 produits de l'aspartame. Donc voilà, le nutritionnisme des années 70 autorise tout ça, le règlement, vous autorise à manger des choses qui vont vous rendre malade parce que c'est bien pour l'industrie. Vous mangez des produits colorés, sympathiques, qui sentent bons, mais qui ne sont pas bons pour vous. Il y a aussi du méthanol qui se forme dans les conserves de fruits et légumes. La pectine se dégrade en kilo à queue en méthanol. Et ce méthanol va ensuite provoquer tout un tas de maladies neurodégénératives. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui est complètement ignoré par les systèmes alimentaires actuels. Vous avez aussi la cuisson, qui est largement répandue, conseillée, et qui est totalement passée dans les mœurs. Malheureusement, la cuisson détruit beaucoup de nutriments et les enzymes et les vitamines dans les aliments. À partir de 50 à 70 degrés, vous avez les vitamines C qui sont détruites, enfin les enzymes qui sont détruites. Les vitamines C, à partir de 70-80 degrés, il n'y en a plus. Les dernières vitamines sont détruites à 110 degrés, je crois. Et en ce qui concerne les minéraux, il y a plusieurs minéraux qui sont solubles dans l'eau de cuisson. Donc quand vous faites cuire des légumes et que vous jetez l'eau, vous jetez tous les minéraux. Et les minéraux, au-delà de 120 degrés, ils sont précipités, c'est-à-dire qu'ils s'agglutinent, et donc ils sont beaucoup moins assimilables pour l'organisme. Donc ça, c'est déjà vous voyez que la cuisson détruit en fait l'aspect nutritif de l'aliment. Vous avez aussi ce qu'on appelle les molécules de Maillard. Donc c'est des molécules qui sont formées pendant la cuisson des aliments. C'est une réaction entre les glucides et les protéines. Donc les glucides et les protéines se dégradent, réagissent entre elles et ensuite se recombinent pour former des molécules assez longues. Et on n'a pas les enzymes nécessaires pour digérer ces molécules de synthèse en fait. Donc c'est des molécules qui vont encrasser l'intestin et tout le tractus intestinal. Et si elles passent dans le sang, qui vont pareil encrasser l'organisme et faire tout un tas de problèmes de santé. La cuisson, c'est aussi les ustensiles dans lesquels on fait cuire ces aliments. Vous avez de l'aluminium, du téflon, tout ce qui est plat préparé, plat en barquette, conditionné dans des canettes. Quand on les cuit, l'aluminium passe dans les aliments, plus ils sont acides et plus ça passe. Les tomates, la rhubarbe, les abricots absorbent beaucoup d'aluminium si on les fait cuire dans des casseroles en aluminium. Le téflon, pareil, ça contamine énormément les aliments et l'environnement. Le four à micro-ondes, c'est un moyen de cuisson extrêmement délétère parce qu'il va dénaturer les molécules des aliments. Certaines molécules cis deviennent trans, donc là c'est la conformation géométrique qui change. Les acides gras cis, on s'en sert pour construire la paroi cellulaire. Quand ils deviennent trans, ça fait une paroi cellulaire qui fonctionne beaucoup moins bien et qui favorise la cancérisation de la cellule. Donc le four à micro-ondes, autant que possible, il faut le bannir. Le nutritionnisme des années 70, c'est enfin des aliments polluants et pollués. Parce que vous avez tout un tas de résidus chimiques, des traitements pétro-agricoles et des traitements du bétail qui se retrouvent dans les aliments, particulièrement la viande. Parce que vous savez que justement, quand les animaux consomment des végétaux, ils vont concentrer les polluants qui se trouvent justement dans ces végétaux et dans l'eau de l'environnement. Donc plus vous mangez de produits animaux, plus vous mangez dans le centre de polluants. On a étudié quelques-uns des effets de ces polluants, mais on ne connaît pas exactement les effets à long terme sur plusieurs générations. Je crois que le ministère de l'Agriculture maintenant commence à considérer le fait de rembourser les agriculteurs pour tous les pesticides et tous les herbicides qu'ils utilisent dans leur champ, qui leur causent le cancer, mais dans la bouffe, par contre, on vous laisse manger totalement des aliments chimiques pollués par ces substances. Des aliments polluants et pollués, parce qu'on trouve aussi des résidus de fabrication. Tout ce qui est aliments raffinés, vous trouvez des résidus de raffinage dedans. Par exemple, les huiles sont décolorisées, sont extraites avec des solvants. Elles sont ensuite désodorisées, recolorisées, retexturées. Et toutes les substances qui servent à dissoudre ces huiles, à les recoloriser, à les traiter, vous en trouvez des résidus dans l'aliment qui va être fait. Dans le riz blanc, par exemple, vous trouvez des résidus de tungstène. De titane, pardon. Vous avez des meules en titane qui servent à polir le riz, et donc vous avez des particules de titane dans le riz blanc. C'est vachement intéressant.
Et donc les organismes en charge de réglementer la nutrition établissent des normes qui sont en fait un seuil de quantité acceptable de produits toxiques qui vous autorisent à consommer parce que ça ne va pas vous tuer sur le coup. Ok, ça va s'accumuler dans l'organisme, créer des problèmes de santé à long terme, mais c'est des normes acceptables pour que l'industrie puisse vendre ses produits. Donc, maintenant qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qu'on mange, si on mange de la nourriture industrielle, en termes d'emballage, de troubles du comportement, de tout ce qui peut se trouver de nocif dans la viande, tout ce qu'il y a comme emballage qui va détruire la nature et polluer les animaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc vous attendez sûrement ma réponse, c'est bien sûr l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est quoi? Un aliment vivant, c'est un aliment qui va contenir des cellules entières, il va contenir des enzymes actives. Ça va être un produit qui va être ni raffiné, ni transformé, ni chauffé à plus de 45 degrés. C'est-à-dire que tous les nutriments, les vitamines, les enzymes vont être présents et encore en état de fonctionnement. Il va être bien sûr pas ionisé, donc pas évaporé. L'alimentation vivante, ça consiste à manger des fruits, des légumes, tu peux dire. Ça suit la règle des 3 V, c'est-à-dire végétal, varié, vivant. On va manger des fruits, des légumes, des produits bio, de saison, locaux, non transformés. On va aussi manger des graines, des algues, des céréales germées, des oléagineux, des fruits secs, des algues, de la levure de bière, des herbes, des épices, que du végétal, que du bio, local. Donc ça peut paraître un peu austère comme ça. Mais l'alimentation vivante, c'est tout sauf austère. Là, vous avez la pyramide alimentaire de la raw food, c'est-à-dire de l'alimentation vivante, pour remplacer celle du nutritionnisme des années 70. Vous voyez qu'on mange essentiellement des feuilles vertes, des épinards, des choux, des pois. On mange beaucoup de fruits et légumes, des jeunes pousses germées, des graines germées, des noix, des oléagineux, des huiles vierges de première pression à froid. Et ensuite des jus d'herbe, des plantes aromatiques et des algues qui sont vraiment des super aliments, les algues qui sont très denses en nutriments et donc qui vont vous apporter tout le fer, toutes les vitamines dont vous avez besoin pour vraiment reconstituer l'organisme. L'alimentation vivante, c'est tout un tas de bonnes recettes, vas-y, vas-y. C'est pas du tout manger que des tomates et de la salade, vous pouvez préparer des maquis, des soupes, des lasagnes, des samoussas, des pizzas crues, des gâteaux, des bonbons, du chocolat, vous pouvez tout refaire en cru. Vraiment, c'est du régal, vous pouvez vraiment vous régaler en mangeant cru et vous faire du bien pour la santé. L'alimentation vivante, c'est la source de tous les nutriments, de toutes les enzymes, tous les acides aminés, tous les enzymes, tous les minéraux, toutes les vitamines dont vous avez besoin. Le nutritionniste des années 70 vous dit de manger de la viande pour être en bonne santé, de manger du lait pour le calcium, mais vous pouvez tout trouver dans les végétaux. Il n'y a pas besoin de manger des produits animaux pour être en bonne santé. Au niveau du fer, vous avez des épinards, des algues, vous êtes en très bonne santé avec que des végétaux. Il n'y a vraiment pas besoin de manger des aliments. L'alimentation vivante, c'est aussi consommer des jus de fruits et des légumes frais, que vous pouvez consommer auprès de l'or, goûter un petit peu de ça. Les jus de fruits et légumes frais, c'est vraiment des concentrés de nutriments. Vous avez juste le jus, le liquide intracellulaire, qui est chargé en vitamines, en polyphénol, en plein de bonnes choses, et vous enlevez les fibres des aliments, ce qui fait que ces nutriments sont beaucoup plus absorbables. Donc pour les organismes affaiblis, qui ont un tractus intestinal endommagé, une flore bactérienne qui est dégradée, les jus de fruits et légumes frais, c'est vraiment une très très bonne solution pour se régénérer et vraiment pour nourrir l'organisme en profondeur. Et donc il a voilà, de très nombreuses recettes simples, rapides et délicieuses pour vous régaler. Vous perdez vos lasagnes de bœuf et votre côte de porc, mais vous trouvez plein d'autres recettes pour vous régaler et en plus pour vous faire du bien. Les graines germées, c'est vraiment un trésor alimentaire. Les graines germées, quand elles germent, elles synthétisent tout un tas de vitamines. Vous avez par exemple le blé germé, la vitamine C augmente de 600%. Au lieu de prendre du blé et de le faire cuire, vous allez détruire les vitamines, vous le faites germer, vous multipliez toutes les vitamines. Vitamine D1, B2, B3, vitamine C. Vous avez lentilles germées, vous avez 450% de plus de vitamine B12. Vous savez, les végétariens, on leur dit « oulala, vous allez manquer de vitamine B12 parce qu'il y en a beaucoup dans la viande et pas beaucoup dans les végétaux ». Vous mangez des lentilles germées, vous avez tout ce qu'il faut en vitamine B12. Les graines germées, c'est aussi le siège de transmutation biologique, c'est-à-dire des éléments se transmutent en d'autres. Vous prenez du blé, il n'y a pas du tout de calcium dans les graines de blé, vous les faites germer dans de l'eau distillée, vous avez du calcium qui apparaît.
Donc ça, scientifiquement, c'est encore très mal expliqué. Pour nous, la transmutation, c'est des phénomènes qui se passent dans des réacteurs nucléaires à très haute température, à très haute pression. Nous, on a constaté depuis les années 20, les années 30, vous avez un homme qui s'appelle Corentin Louis Carfran, qui a étudié en profondeur les transmutations biologiques, et donc qui a constaté que dans les graines germées, dans les plantes et dans les animaux, il y avait des phénomènes de transmutation. Et donc, on se rend compte que les graines germées, il y a vraiment un processus vital très important qui se met en place au moment de la germination. Et donc, c'est des aliments vraiment très très nutritifs et pleins de vie. Ça peut vraiment régénérer l'organisme, les graines germées. Si on considère la quantité de céréales qu'il faut pour faire de la viande pour nourrir une personne et qu'on fait cuire ces céréales, on peut nourrir 7 personnes. Si on fait germer ces céréales, on peut nourrir 20 personnes. Donc si vous vous rappelez du chiffre de tout à l'heure, les céréales qui sont nécessaires pour la production de viande mondiale, on peut nourrir 940 millions de personnes avec ces céréales. Si on fait germer toutes ces quantités de céréales qu'on utilise pour produire de la viande, on pourrait nourrir 2,7 milliards de personnes. C'est-à-dire 40% de la population mondiale avec des graines germées. Si on arrêtait l'élevage. Ça fait quand même rêver, quelque part. On pourrait vraiment réduire la famine dans le monde en transférant la production alimentaire, la quantité de céréales qui est mise à la production de viande, en faisant des graines germées pour les gens qui n'ont rien à manger. L'alimentation vivante, c'est aussi tout un tas de substances comme les oméga 3 qui sont de bons rapports dans les oléagineux et dans l'huile végétale. Des polyphénols, des flavonoïdes, des caroténoïdes, tout un tas de composés aromatiques qui vont être très bons pour l'organisme, qui vont améliorer le fonctionnement enzymatique, le fonctionnement cellulaire, et donc qui vont grandement aider à éliminer les toxines, les déchets du corps, qui vont réduire l'acidose et qui vont beaucoup aider à la détoxination et à baisser l'inflammation du corps. Donc tout ce qui est diabète, terrain cancéreux, maladie de peau et troubles du comportement, manger des fruits et des légumes crus qui contiennent tous ces flavonoïdes, c'est vraiment très très intéressant, et pour les personnes cancéreuses aussi, c'est vraiment très intéressant d'arrêter tous les produits animaux et de se tourner vers les produits végétaux crus. Il y a tout, comme on va le voir tout à l'heure, il y a tout un tas de traitements curatifs et thérapeutiques qui sont à base de végétaux crus. Et malheureusement, avec la pollution généralisée de l'environnement, ça devient de plus en plus intéressant et important de passer à l'alimentation vivante. On trouve maintenant des taux de pesticides et d'herbicides dans les glaces du pôle Nord, au fin fond de l'Amazonie, dans les moindres cours d'eau. Et donc, on est dans un environnement qui est très largement pollué. Et je vais vous montrer pourquoi l'alimentation vivante, c'est de plus en plus important, à la fois pour l'environnement, pour arrêter de le polluer, mais aussi pour votre propre santé, pour vous détoxiner de tous ces polluants qu'il y a dans l'environnement. Une première approche, c'est la théorie de Jean Seignalé. Jean Seignalé, c'est un médecin de Montpellier qui a considéré à peu près 115 maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement curatif. Donc c'est des maladies réputées incurables. Et qui a fait passer ces personnes sur 20 ans d'échelle à l'alimentation vivante, quasiment. Et donc cette théorie, c'est la suivante. Quand vous avez des molécules indésirables ou mal digérées, donc des produits chimiques, du gluten qui est mal digéré, de la caséine, et que votre intestin grêle est perméable, l'intestin grêle est censé faire le tri entre ce que vous mangez et ce qui va passer dans le sang, il est rendu perméable par tout un tas d'aliments, et aussi par les produits chimiques, les antibiotiques que vous mangez quand vous êtes malade, les herbicides et les résidus chimiques qu'il y a dans l'alimentation. L'intestin grêle laisse passer beaucoup trop de molécules dans le sang. Et c'est là que le problème se passe, parce que du coup, ça va déclarer 3 classes de maladies, des maladies auto-immunes, des maladies d'encrassage et d'élimination. Pour 91 des maladies qu'a étudié Jean Seignalé sur les 115, l'alimentation vivante apporte une amélioration à 85%, 92% et 98% pour ces 3 classes de maladies. La fibromyalgie, la dépression, l'arthrose, le diabète sont tous guérissables à peu près à 100% par l'alimentation vivante. Donc ça déjà, ça donne un peu une idée sur le fait que ça régénère le corps, l'alimentation vivante. Ça permet de se guérir de maladies pour lesquelles on ne sait pas quoi faire en fait. On vous dit que vous avez une maladie de Crohn, vous êtes condamné à souffrir, à avoir mal toute votre vie. Vous passez à l'alimentation vivante, en 3 mois vous êtes guéri. Donc ça donne quand même une certaine idée sur la qualité de cette alimentation. Une autre théorie qui peut plaider en faveur de cette alimentation vivante, c'est la médecine orthomoléculaire créée par Linus Pauling. Alors Linus Pauling, c'est quand même quelqu'un de formidable, c'est l'une des 2 seules personnes dans le monde à avoir 2 prix Nobel dans 2 catégories différentes. Il a eu le prix Nobel de chimie en 1954 et le prix Nobel de la paix en 1962 pour son opposition à l'utilisation du nucléaire.
Il a essentiellement travaillé sur la nature de la liaison chimique. À peu près tous les travaux de chimie organique moderne découlent de ses travaux. Et donc il a créé la médecine orthomoléculaire qui consiste à soigner les gens uniquement en leur fournissant des molécules correctes, orthomoléculaires, c'est-à-dire molécules correctes par rapport au vivant. Il a fait le constat que dans le vivant, aussi bien dans les végétaux que dans les animaux, on trouvait un ensemble de molécules, des acides aminés, des enzymes, des vitamines, des minéraux. Et il s'est dit, mais en fait, pour soigner les gens, il suffit de leur fournir ces nutriments, qui sont en fait du carburant pour tout un tas de processus physiologiques. Et donc il faut nourrir ces processus physiologiques pour que le corps lui-même se rétablisse en bonne santé. Et donc il traite les cancers, l'alcoolisme, le diabète par des éléments naturels. Et entre autres, il traite le cancer, par exemple, par des doses de 200 grammes de vitamine C par jour. Il constate que la vitamine C n'est pas évacuée par l'urine. Et donc il se dit, bah oui, effectivement, le corps, quand il est en état cancéreux, consomme 200 grammes de vitamine C par jour. Et donc il suffit de lui donner suffisamment de carburant naturel pour que lui-même se rétablisse en bonne santé. C'est quand même très intéressant. Il y a d'autres thérapies. Vous avez par exemple la thérapie Gerson, qui a été mise au point en 1928 aux États-Unis par Max Gerson, pour traiter le cancer, aussi l'alcoolisme, tout un tas de maladies neurodégénératives, et qui est une thérapie à base de jus, de fruits et légumes crus, et d'alimentation vivante. Il exclut tout un tas d'aliments et tous les produits animaux et l'héritage. Et il arrive à guérir à peu près 40% des cancers en phase terminale, ce qui est absolument un record à réussir. Vous avez aussi le programme du Dr Cousens dans le Connecticut, dans un centre qui s'appelle l'Arbre de Vie, où il accueille des personnes pendant 30 jours, et il les fait guérir du diabète en les passant à l'alimentation vivante. Vous avez un documentaire qui s'appelle Guérir du diabète en 30 jours, qui est visible sur YouTube, où vous voyez justement ces personnes arriver complètement malades, déprimées, qui prennent beaucoup de médicaments, et en quelques semaines, ils récupèrent la joie de vivre, ils arrêtent tous leurs médicaments, ils sont plus diabétiques. Donc ça, voilà, c'est aussi c'est un argument qui m'a fait passer au crudivorisme, en fait. Je me suis dit, on peut vraiment régénérer son corps et se soigner juste par l'alimentation. Après 6 ans de mandat à l'ONU, notre cher Olivier de Schutter, qui était rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, fait ce constat. Il faut plaider aujourd'hui pour une réappropriation par les citoyens du système alimentaire. Ils sont expropriés de ce système, ils n'ont guère les moyens de l'influencer. Les décisions prises le sont en faveur des lobbies et non des populations. Le seul obstacle, au fond, il n'est pas technique, il est de nature politique. Donc là, vous voyez bien que le nutritionnisme des années 70 qui est en vigueur, il est totalement de mèche avec l'industrie. Olivier de Schutter, qui était quand même aux premières commandes pour avoir les chiffres et les statistiques, fait ce constat que, en fait, politiquement, c'est bloqué, tout est fait pour l'industrie. Donc c'est à nous, à chacun, de reprendre en main notre alimentation, de reprendre des bonnes décisions pour notre santé et pour la planète. Apparemment, il n'est pas trop d'accord pour nous dire que la politique va nous sauver, c'est vraiment à nous, chacun, de nous prendre en main et d'agir pour l'environnement. Effectivement, l'alimentation vivante, c'est aller au-delà d'un choix alimentaire. Manger végétal et bio, comme vous avez pu le constater, c'est d'abord moins de pollution ingérée et moins de pollution générée. Si vous consommez que du végétal, vous allez moins polluer l'environnement et aussi moins vous polluer vous-même. L'alimentation vivante, c'est aussi prendre conscience qu'en achetant un objet, je finance et je soutiens le système global qui l'a produit. Vous avez vu tous les kilomètres qu'incorpore un aliment. Donc, quand vous choisissez de consommer local, vous vous dites, bah, je ne vais pas acheter des pommes qui viennent de Cuba ou des trucs qui viennent du fin fond de l'Europe ou du monde entier. Je vais consommer des produits locaux, de nos paysans locaux, voisins. Je sais d'où ça vient, je sais que ça ne prend pas beaucoup de transport, pas beaucoup d'emballage, pas beaucoup de traitement industriel, c'est du produit local. Donc je vais aider la planète en achetant local. Et c'est vrai qu'Olivier de Schutter a raison, il faut bien se rendre compte que malheureusement on vote, on consomme tous les jours, mais la vraie question c'est quand même laquelle de ces deux cartes a le plus d'influence. Si vous vous renseignez un petit peu sur le fonctionnement des institutions européennes, vous voyez que c'est complètement verrouillé par les industries. La France, pendant des années, a payé, je ne sais plus combien, je crois que c'était 200 000 € de pénalité de retard à l'Europe, parce que l'Europe avait décidé qu'on consomme des OGM. La France a refusé, parce que sinon il y aurait eu la guerre totale civile. Donc, comme la France a refusé, eh ben, elle a payé des indemnités à l'Europe. Et maintenant, la France a accepté, donc ça va, on va avoir des OGM dans notre assiette, à très faible pourcentage, comme ça on ne sera pas obligé de les étiqueter. Et donc, politiquement,
qu'on ne peut pas attendre grand-chose pour l'amélioration de la situation, c'est à nous-mêmes, quand on consomme chaque jour, de choisir des choses qui soutiennent le système que nous, on veut voir progresser. L'alimentation vivante, c'est soutenir le vivant. Consommer bio, c'est d'abord pour arrêter de rajouter des polluants. Quand vous consommez bio, c'est bon pour vous, parce que c'est moins pollué, il y a plus de nutriments, c'est meilleur pour votre santé, mais c'est aussi meilleur pour la Terre. On arrête de rajouter de la pollution. Manger bio, c'est soutenir l'agriculture biologique. Elle redonne vie à la terre. En fait, l'agriculture biologique, on va mettre que des produits naturels dans le sol, des engrais naturels. On va associer des plantes et faire du push-pull, par exemple, des cultures qui vont attirer les prédateurs dans un coin, faire d'autres cultures qui vont ensemencer le sol en azote et en engrais. Et donc ça va relancer la pédogénèse, la génération de microbiologie dans le sol, ça va être vraiment très intéressant pour le sol. Vous avez tout un tas de techniques comme la biodynamie, la permaculture, le semi-couvert sous-vivant, le semi-direct, sous couvert vivant, qui vont relancer la génération dans le sol, relancer la création de micro-organismes. Là, vous avez par exemple un champ qui est après la récolte du blé, et vous voyez que ce sol n'est pas nu. Ce n'est pas un sol purement minéral. Non, vous avez plein de fibres, plein de micro-organismes, des vers de terre, plein de mycélium qui vont entretenir la vie dans le sol et donc faire un sol qui est très nutritif pour les plantes qui vont nous toucher. L'alimentation vivante, c'est aussi soutenir la production locale et donc c'est renforcer la biodiversité. Là, vous avez un champ de blé, vous avez plusieurs espèces de blé qui sont mélangées. L'agriculture chimique, c'est une seule espèce de blé dans un champ entier sur plusieurs hectares. L'agriculture locale qui renforce la biodiversité par la permaculture, par exemple, c'est plusieurs sortes de blé. Là, vous avez 4 ou 5 espèces de triticales, c'est une variété de blé ancien, vous avez plusieurs variétés de calmutes, vous avez des paysans qui plantent 100 espèces de blés différentes dans le même champ. Et donc vous avez des blés qui sont très différents, qui n'ont pas la même vulnérabilité aux maladies, qui donc vont limiter la propagation des maladies dans un champ. Et vous avez en plus le sol qui est couvert d'herbes, de fleurs, de plantes, donc vous avez toute une vie d'insectes et toute une micro-vie qui va vraiment permettre aux plantes d'être en bien meilleure santé, de bien lutter contre les maladies. Comme le sol est complètement couvert tout en végétaux, on va beaucoup moins consommer d'eau. Et favoriser la production locale, c'est aussi réduire la quantité de transport nécessaire, l'industrialisation, les emballages. Vous n'avez pas d'additifs chimiques quand vous achetez des produits bruts et locaux. Donc vous allez grandement réduire la pollution et le transport nécessaire pour produire votre aliment. Et enfin, c'est moins consommer d'énergie à cause de moins de transport, et c'est aussi gagner vous-même beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de vitalité. L'alimentation vivante, c'est vraiment un choix conscient. C'est choisir ce qu'on veut voir prospérer. On constate tous les jours la pollution terrible de l'environnement, la pollution des nappes phréatiques, la dégradation de la biodiversité. Et donc, quand on va consommer bio et local, on va se dire on veut nourrir la terre en fait. Vas-y, va pas trop vite non plus. On veut vraiment nourrir la terre et on veut choisir les cultures qui vont entretenir le sol et arrêter de le détruire. Chaque fois que vous allez consommer quelque chose, vous allez soutenir le système qui l'a produit. Donc quand on mange bio, végétal et local, on prend conscience qu'on est de la terre. On va se reconnecter au vivant et à la nature. Arrêtez de tuer des animaux pour rien. Si les gens qui mangeaient de la viande, vous voyez comment sont abattus les animaux et comment ils sont transportés, vous aurez une grande pitié pour tous ces animaux qui souffrent juste pour avoir le plaisir de manger un steak. Et donc quand vous arrêtez de manger du steak, vous vous connectez au vivant en vous disant j'aime les vaches, j'aime les poulets, je veux arrêter de les tuer pour rien. Peut-être que vous avez entendu parler de ce texte, la table d'Émeraude, donc c'est un texte qui a plusieurs milliers d'années, c'est un texte alchimique dont est tirée la célèbre maxime « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » pour former le miracle d'une seule chose. Donc je vous propose de paraphraser ce texte pour garder une maxime philosophique. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, est comme ce qui est à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, pour former ensemble le miracle d'une seule chose. C'est-à-dire, quand vous cultivez chimiquement du sol, vous allez détruire la vie qui est à l'intérieur, le rendre stérile, faire des plantes malades. Et quand vous allez manger ces plantes, vous allez manger des pesticides qui vont vous rendre votre intestin grêle poreux, laisser passer des substances qui n'ont rien à faire dans votre milieu intérieur et vous rendre malade. Par contre, quand vous mangez biologique et vivant, vous allez soutenir l'agriculture qui rend le sol vivant, qui va développer la biodiversité dans le sol et la micro-vie du sol. Et vous-même, vous allez vous remplir de bons flavonoïdes, vous régénérer, vous détoxifier. Et donc on voit que finalement ce qu'on fait à l'extérieur, c'est exactement ce qu'on fait à l'intérieur.
Et donc il faut favoriser la culture vivante à l'extérieur pour favoriser sa propre santé. Et donc en fait c'est totalement impliqué. Si vous voulez prendre soin de l'environnement et prendre soin de vous, choisissez vraiment ce que vous allez consommer parce que c'est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on pense. Donc si vous voulez améliorer la situation pour la déforestation, pour la souffrance animale, pour la destruction de l'érosion des sols, pour la pollution de l'air et de l'eau, pour la perte de biodiversité, pour la consommation d'eau et d'énergie, et si vous voulez aussi améliorer la situation pour l'économie locale et pour votre propre santé, choisissez l'alimentation vivante. C'est pas compliqué, vous allez vous régaler. Moi personnellement, je suis très gourmand et très flemmard, et l'alimentation vivante, c'est parfait. On fait plein de recettes très facilement, c'est vraiment délicieux, c'est vraiment rapide, et en plus vous gagnez beaucoup en énergie, en santé, et en morale, et vraiment c'est très Et même en argent. Pardon ? Même en argent. Et même en argent. Le consommer végétal, c'est quand même beaucoup moins cher que le consommer animal. Pour vous aider, vous pouvez vous tourner vers l'association Veg Nature, donc, qui a un stand juste derrière vous. Donc c'est une association montpelliéraine qui est pour la promotion du végétarisme, du végétalisme et du végécrudivorisme. Donc c'est toutes les formes de végétarisme qui existent, hein, soit cru, soit des produits un petit peu animaux, soit que du végétal. C'est une association qui va aussi s'occuper de sensibiliser à la défense de l'environnement vivant et à la sauvegarde des équilibres écologiques, par des conférences, de l'information, des sorties. On va faire aussi des activités de bien-être qui contribuent à l'épanouissement personnel et spirituel, pour justement prendre conscience que nous sommes des êtres vivants dans l'environnement vivant. Donc c'est bien mieux de vivre en paix avec la nature, les animaux et les plantes, de les respecter et de favoriser aussi leur croissance pour favoriser notre propre croissance. Et ensuite, l'association s'occupe et favorise la création de liens sociaux pour faire et être ensemble, en paix, avec les animaux, la nature, être pleinement vivant, pleinement joyeux, et développer des activités qui nous plaisent pour être tous ensemble frères sur cette terre vivante. Je vous ai mis un petit peu de références, voilà, de films et de livres intéressants pour vous renseigner un petit peu plus sur ce sujet si ça vous intéresse. Vous pouvez retrouver cette présentation qui va être téléchargeable sur le site de Veg Nature. Vous pouvez retrouver tout ce PowerPoint avec les sources. Et donc voilà, on va pouvoir maintenant passer une petite partie d'échange, de questions-réponses, de témoignages, si vous avez des questions et des demandes de précision sur cette conférence. Et je vous remercie pour votre attention. Donc voilà, les premières questions, ce ne sont pas toujours faciles. Si vous avez qu'est-ce que c'est que la molécule de Maillard? La molécule de Maillard, donc c'est des molécules qui sont créées pendant la cuisson. Et ça s'appelle le brunissement non enzymatique. C'est-à-dire dès qu'on fait rôtir, griller ou frire des céréales, de la viande, ou des produits carnés qui contiennent des glucides, on va former des molécules très très diverses. Il y en a plus de 800, je crois. Et c'est toutes les molécules qui vont donner du goût et des arômes aux aliments cuits. C'est bien sur les végétaux, sur les... Oui, c'est autant végétaux que animaux. Et c'est tout, justement tous les secrets de la cuisine française, de saisir à certaines températures, avec certains pH. Vous avez par exemple une molécule qui s'appelle l'acrylamide, qui est de l'amine acrylique. C'est une substance qu'on utilise dans l'industrie du plastique. Et en 2002, il y a des chercheurs norvégiens qui se sont rendus compte que ces molécules qu'on trouvait dans le pain et dans les céréales grillées, dans les biscottes, dans les choses comme ça, et c'est un produit complètement cancérigène qui fait par exemple des tumeurs du péritoine et des tumeurs de la thyroïde. Les molécules de Maillard, et du fait que l'intestin grêle soit rendu poreux par les antibiotiques et toutes les substances chimiques contre l'alimentation, ces molécules de Maillard passent dans le corps. Donc comparé à nos grands-parents dans les années 50 ou avant la Révolution verte, qui pouvaient manger des laitages et du gluten sans problème, eux avaient un intestin grêle qui était en bon état, donc toutes ces substances non digérées restaient à l'extérieur et partaient dans les selles. Nous, malheureusement, avec la pollution généralisée de l'environnement, ces molécules mal digérées passent dans le sang. Et là, c'est très délétère pour la santé. Oui, la petite... Vous avez des adresses pour manger bio local à Montpellier? Bio local à Montpellier, moi personnellement, je vais beaucoup au marché des Arceaux, ou au marché le dimanche matin à Antigone, où il y a des producteurs bio qui vendent en vrac, des producteurs locaux. Dans les magasins bio, on trouve du local ici. Voilà, sont dans les magasins bio, effectivement, on trouve du local. Et les amas? Il y a les AMAP, voilà, Il y a des AMAP, il y a des... avec Veg Nature, on est en train de mettre en place une coopérative d'achat groupé aussi.
C'est vrai que manger bio, ça coûte un peu plus cher. Et ça vaut vraiment le coup, tant pour l'environnement que pour sa santé. Donc on essaie de se grouper justement pour avoir des prix un peu plus bas sur le bio. Et à propos d'AMAP, vous avez une AMAP étudiante ici sur la fac, une AMAP papillon, qui tire des paniers tous les mardis soirs. Plus fort, vous intéresse. Plus Une fort. AMAP étudiante ici à la fac, l'AMAP papillon, qui vont une centaine de paniers tous les mardis soirs, et c'est un producteur de local de moto. Et sinon, il y a déjà plein d'autres AMAP sur Montpellier. Effectivement, on démarre avec les nature, on va créer un dépôt d'achat, mais un de plus parmi tant d'autres. Est-ce que le docteur Signalet est toujours opérationnel sur Montpellier? Non, il est décédé en 2009. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui propose... ouais, une même conscience de la santé? Il y a d'autres. Parmi les connus, vous avez comment il s'appelle, Henri Joyeux, qui fait son possible pour ménager la chèvre et le chou, et donc qui conseille l'alimentation vivante, mais de façon modérée, pour ne pas se transférer d'ennemis, parce que c'est quelqu'un de connu. Après, vous avez tout un tas d'associations. Vous avez l'association Régénère 34, qui propose des barrages de la formation sur l'alimentation vivante. Vous avez tout un tas de gens qui de plus en plus favorisent l'alimentation vivante. Je vous ai laissé des flyers aussi, si vous voulez vous contacter pour avoir plus d'informations. Comment s'y mettre aussi, c'est pas toujours facile au départ d'entamer la démarche. Mais en étant suivi, c'est vraiment très facile et c'est vraiment... Parce que moi je m'y suis mis, mais j'ai eu des soucis du coup, alors c'est que je dois pas faire quelque chose de bien et j'aimerais bien savoir quoi. D'accord, mais si vous voulez, on pourra en parler un petit peu après. Pas besoin de supplémentaires de vous sur mange des lentilles germées? C'est dur d'être catégorique, ça dépend bien sûr de chaque métabolisme, de chaque personne. Le mieux, c'est si... Alors les symptômes, le problème avec la B12 en fait, c'est qu'on a des stocks qui durent assez longtemps, donc autant que ces stocks disparaissent, les symptômes mettent du temps à venir. Les symptômes en gros, c'est de la grande nervosité, de la perte de sommeil et très grande fatigue. Donc le mieux, si vous avez un doute, c'est de faire des analyses sanguines. Mais pour moi personnellement, c'est pas la peine de se supplémenter, on n'est pas fait pour manger des pilules. Vraiment, en mangeant des algues, des lentilles germées, de la levure de bière, je pense personnellement qu'il n'y a pas de souci. Après, chaque métabolisme est différent, donc il faut quand même prendre des précautions. Moi personnellement, ça fait 10 ans que je mange plus d'animaux, j'ai jamais pris de B12 et tout va bien. Et vous mangez des lentilles germées? Oui, oui. Des graines germées. Des germées. C'est les lentilles spécifiquement qui... Des lentilles, des graines de tournesol germées, c'est très très bon, du fenugrec, de l'alfalfa. De la B12, vous en avez beaucoup. Dans les lentilles particulièrement, mais dans les autres aussi. Dans les algues, vous avez beaucoup de B12, dans la levure de bière aussi. Et la lentille, quand on la fait cuire, il n'y a plus d'huile. Bah, si vous arrivez à la faire cuire à moins de 100 degrés, Non, ça j'arrive pas. peut-être qu'il en reste encore, mais la cuisson détruire à moins de 110 degrés, vous n'avez plus de vitamine quasi. Et la cuisson, elle a jamais d'avantage. Enfin, il y a certains aliments, quand on les cuit, les nutriments sont plus disponibles. Un peu plus. Lesquels par exemple? Je crois que les carottes et peut-être certains féculents. Et vous avez les pommes de terre aussi qui sont pas digestes quand elles sont cuites. Mais les féculents, ils sont obligés de toute façon de les cuire. Ouais, les féculents, vous pouvez manger des... C'est un légume sec. Donc... Oui, vous pouvez manger des topinambours, des patates douces, vous pouvez les manger crues. Vous pouvez faire germer des céréales. Oui, mais ça limite quand même fortement le nombre de féculents. Ah, ça limite un petit peu, hein, ça. Après, bien sûr, c'est pas interdit. Hein. Si vous voulez manger de la purée, vous pouvez vous faire des pommes de terre de temps en temps, il n'y a pas de souci. L'optique, c'est quand même de changer la majorité de son alimentation, de se dire on va plutôt se tourner vers du végétal cru à 50%. C'est vrai que la cuisson, ça démultiplie les possibilités de diversifier. Cru, ça, il me semble que ça reste quand même un peu le choix. Si vous voulez venir à un atelier de cuisine crue, vous verrez que non, mais je dis pas que vous pouvez goûter la cuisine des amoureux, vous allez voir qu'en cru, on peut faire oui, non, mais tout à fait. Après, c'est un changement d'habitude. Hein, voilà, voilà. C'est vrai que moi, ça nécessite des formations. Voilà. On peut manger chaud quand même. On peut manger chaud. Oui, voilà. L'hiver, on peut manger chaud l'hiver. Pour manger chaud l'hiver, vous pouvez boire des tisanes. Ouais, vous pouvez vous faire des soupes crues avec de l'eau chaude aussi. Ça ne tient pas au corps, très sincèrement. Après, je vous dis franchement, ça dépend des métabolismes. Le cru, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne pourront jamais se passer de viande. Des gens qui vont avoir besoin de nourriture chaude pour se réchauffer un petit peu. Moi, ce que je vous propose, c'est juste une piste. C'est pas généralisable forcément.
déjà, il y a une partie de l'armée où, en été, par exemple, c'est très facile de manger cru. Complètement, oui. C'est en hiver, surtout, que ça fait parfois d'un truc bien brûlant. Alors, on est moins habitué à manger des brocolis crus, des choux crus. Ça fait très bien. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment super bon. Vous faites des soupes d'épinards bananes, c'est parfait. Est-ce que les œufs et le soja, il y a quoi qui est pas bon? Ah. Le soja, c'est très controversé en ce moment, mais... Le soja, il y a tout un tas d'antinutriments en fait. Déjà dans le soja, il y a des phytoestrogènes, c'est-à-dire c'est des substances végétales qui ressemblent aux oestrogènes, donc qui vont faire des troubles du cycle hormonal, qui vont faire des problèmes de thyroïde aussi, qui vont faire des problèmes de puberté, qui vont faire des problèmes de développement des mâles, qui vont attaquer les gonades et rendre stériles les hommes en fait. Vous avez aussi des phytates qui vont empêcher la bonne absorption des protéines et la bonne digestion des protéines. Et vous en avez enfin des saponines qui vont perturber la flore intestinale, rendre l'intestin galpoleux. Le soja, traditionnellement, il est fermenté pendant 3 ans en Asie. Ça permet de dégrader toutes ces substances délétères, les phytates entre autres. En Occident, il est fermenté 15 jours, voire pas du tout fermenté. Et donc, c'est un aliment qui est vraiment proscrit. Parce qu'on nous dit de manger du tofu pour avoir des protéines, mais... Le soja, c'est un piégeage végétarien. Vous avez un bouquin qui a été sorti il y a 3 ans et qui a été traduit l'an dernier en français qui s'appelle Soja, ami ou ennemi de notre santé, de Daniel Keila. Donc c'est un gros pavé de 500 pages qui vous explique tout sur le soja. Donc moi personnellement, j'ai totalement arrêté le soja. Et les œufs? Et les œufs, alors les œufs c'est très bien, mais là aussi il faut voir la production. La majorité des œufs sont produits en batterie, qui contiennent tout un tas de saloperies. C'est bon, si vous aimez ça, vous pouvez en manger, et vous n'êtes pas obligé. Disons, si vous ne mangez pas d'œufs, vous n'allez pas tomber malade. Si vous le remplacez par d'autres choses, c'est pas nécessaire, disons, de manger. Le soja, il y a quand même les pesticides, quand il n'est pas bio, ça multiplie les effets parce que les pesticides font hormone-like. Et à mon avis, dans beaucoup d'études, c'est les pesticides qui agissent comme hormones, comme phytohormones, et c'est pas que les phytoestrogènes. Oui, bah ça c'est. En plus, il y a des pas moins de risque. Et bon, c'est sûr que la fermentée, c'est mieux. Pour le manger chaud, je vais tout tester, on peut faire frémir de l'eau, jeter des filets, des bouts de légumes, tous les petits, et mixer, ça fait une soupe chaude. Complètement. Vous pouvez aussi choisir la cuisson au wok, c'est-à-dire juste saisir les légumes, ils sont cuits un peu à l'extérieur, un peu dorés, et ils restent crus à l'intérieur. Donc ça, voilà, c'est une bonne façon de faire les deux en fait. Le mieux, c'est pas peur. Le mieux, c'est pas peur. Le mieux, c'est pas peur. Quand vous avez, c'est parfait. Par contre, si vous mangez des olives qui sont, vous savez, c'est un objet de temps de cuisson. La cuisson à basse température aussi. Il y a des ustensiles très très bien pour cuire à 80 degrés, 60 degrés. Le wok, c'est bien, mais ça graisse parce que faut vif, ça graisse les aliments. Et c'est là où une partie des vitamines est là. Chose de dire, manger le wok, timbre et croquant, ouais, non, c'est pas bon non plus. C'est pire qu'un micro-ondes. C'est le micro-ondes quand même. C'est dur de faire pire que le micro-ondes. C'est pas la même manière. C'est pas la même manière, je pense pas que c'est pas. C'est pas rond. De manière générale, un wok, on va utiliser une toile, peut-être des fond, et donc voilà. D'accord. Le feu, la graisse sur la toile, et la toile, donc ça chauffe. Ouais, c'est ça. En termes de ressources, le meilleur moyen d'avoir une toile qui est éthique, on va dire, qui a fait par un ferronnier local. C'est facile, c'est plus facile d'acheter une toile faite localement qu'un micro-ondes. Ah bah alors, à ce moment-là, ils vont monter pierre. Ouais, enfin bon, ça dépend après. Ça dépend un peu. Pour recentrer au niveau de la santé, c'est vrai que je pense que là, on a eu une conférence très intéressante. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées.
Et donc là, en fait, moi souvent je me pose la question comment on peut faire en sorte que les gens s'intéressent à ces sujets, parce que à la fois c'est assez compliqué, complexe, il y a beaucoup de liens entre les choses, entre le corps humain qui est un système très complexe, mais qui est aussi à la fois simple, il faut revenir entre guillemets naturel. Et par rapport à tout ça, je pense que l'essentiel c'est d'avoir une démarche. Et donc là, on vous a présenté beaucoup de choses qui ont été présentées, vous allez pouvoir chercher. Et à partir de là, moi je dis c'est comme un pont, c'est-à-dire que là on vient vers vous, on fait un pas, mais on ne peut pas tout vous apporter, on ne pourra pas vous donner toutes les réponses. Et on pourrait, mais ce que vous demandez, c'est aussi à vous de prendre du pouvoir sur votre santé, sur l'information qu'on vous donne, à chercher en fonction de vos problèmes, de vos ressentis, de votre expérience, et de faire la moitié du chemin et de vous informer et informer les gens autour de vous. Et donc là, voilà, il y a cette démarche qui est faite, et il y a beaucoup de choses, on peut en parler des heures, mais au final, ça revient toujours à l'alimentation. Et donc tout à l'heure, on a eu l'exemple des tomates qui sont, quand vous les achetez dans le supermarché, il suffit tout d'ouvrir les yeux, de regarder un peu dans quoi on vit. Et des fois, on se pose des questions, on n'a pas de réponse. Mais voilà, là, vous avez une partie des réponses sur Internet ou par des livres. Vous pouvez chercher, trouver vos réponses à toutes ces problématiques quand vous cherchez un peu. Et donc, la tomate, en général, moi, ça m'a dégoûté depuis un moment. Je l'avais dit à une autre conférence, et là, justement, on en parlait. D'acheter une tomate et d'intérêt de l'avoir blanche, sans goût, sans vitamines, je sais pas, moi, franchement, je ne les mange pas. C'est dégueulasse, quoi. Il n'y a rien dedans. C'est de la merde. Et voilà, et donc ça, voilà, vous pouvez tous le constater. Je veux dire, même au supermarché pour la tomate ou même au magasin. Elles sont blanches, quoi, c'est dégueulasse. Je sais pas comment on peut le voir si ça. Voilà, c'est des pétro-tomates. À un moment donné, on peut plus ou moins se rendre compte des choses et se poser des questions. Et en médecine, il y a beaucoup de choses biologiquement qui ne sont pas explorées. Il y a le pH, la résistivité, il y a les microzymes, je n'ai pas parlé parce que je ne connais pas le sujet, mais les enzymes, on ne parle pas du tout en nutrition, même moi je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas de réponse. Et si on se pose pas de questions, il ne faut pas attendre une personne qui a toutes les réponses et qui donne tout, parce que quand vous faites ça, vous êtes dans une démarche de déresponsabiliser des choses. Et là, vous perdez le lien avec ce que vous êtes et les choses que vous pouvez agir concrètement pour changer les choses, pour vous, pour les autres, pour le monde. Et donc je pense que voilà, on fait une démarche vers vous. Venez, intéressez-vous, posez-vous des questions, faites des liens. Et la machine, elle se mettra toute seule en route, ça fait du neige petit à petit. Et c'est comme ça que vous pouvez améliorer vos vies, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas les politiciens, les lobbies qui vont changer vos vies, qui vont apporter quelque chose. C'est pas forcément de beauté, mais par l'achat, bon si on veut, mais c'est après ce que vous mettez dans votre corps comment vous interagissez avec le système, qu'est-ce que vous apportez au système, et comment le système agit sur vous. Et à un moment donné, on est tous nés dans un milieu naturel, donc préhistorique biologiquement parlant, il était dans un milieu naturel, s'il était adapté à ça. L'homme a voulu casser le cycle naturel par la culture, par l'intervention de la nature, etc., avec ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, je pense qu'on va prendre à faire des choses, mais prenez le temps de sortir des idées de ce qu'on vous dit, voilà, la pyramide tout à l'heure qu'on vous a imposé. C'est surtout ça qui est important. Vous avez l'information dessus, cherchez, faites des liens et petit à petit. Et oui, s'informer et attracteur. J'aurais une question sur la préparation du cru, parce qu'il y a une grosse polémique posée. Est-ce qu'on doit éplucher ou pas éplucher, sachant qu'il y a beaucoup de vitamines dans les épluchures. Donc j'aimerais bien un éclaircissement là-dessus. Moi personnellement, si vous prenez des fruits et des légumes bio, il vaut mieux pas du tout éplucher. Effectivement, gardez la peau. Parce qu'il y a beaucoup de... Pardon ? Des kiwis avec la peau. Les noix de coco aussi. Ah, mais il vaut mieux dans la mesure du possible, si c'est réalisable, garder la peau parce qu'effectivement il y a beaucoup de... La peau, vous savez, c'est la propre entrée-sortie entre le milieu intérieur de la plante et l'extérieur. Donc vous avez énormément d'enzymes, de minéraux et tout un tas de substances qui sont dans la peau qui sont très intéressantes. Donc autant que possible, garder la peau. Ouais, on peut généraliser le principe. On peut généraliser le principe, tout à fait. Tant que c'est bio. C'est un peu vivant aussi, tout ça. Il y a plusieurs fois le diabète qui apparaît, mais il est de façon générale, parce qu'il y a quand même plusieurs types de diabète. Je pense qu'on n'a pas forcément tout guérir avec. Enfin, voilà, le diabète, il y a des petites différences quand même. C'est traité différemment aussi. Et je pense que c'est peut-être valable pour certains types, mais pas d'autres pour les. Et du coup, là, je voulais savoir quel type, si vous avez fait de recherche, parce que là, il y avait un médecin qui, dès 1920, tu es 1930, a réussi à soigner des gens comme ça. Et,
personne n'en parle. Oui, oui. Les diabétiques de type 2, diabète de type 2, 100% de guérison. 100% Diabète de type 1, donc les îlots de l'endurance dans le pancréas fonctionnent plus bien. Il y a un certain pourcentage de guérison, mais c'est assez faible. Parce que c'est trop tard, le pancréas est détruit. Il vaut mieux s'orienter. Alors là, vous prenez des cures d'AFA, par exemple, c'est de l'algue bleu vert du lac Claret, qui va augmenter le taux de régénération des cellules souches. Donc avec ça, vous allez pouvoir régénérer les organes, faire tout un tas de trucs super intéressants, et le diabète de type 1 réagit très bien. Ça s'appelle AFA. AFA, ça s'appelle Aphanizoménone floss aquae. C'est l'algue bleu vert du lac Claret. J'ai une réaction par rapport à cette question. J'ai remarqué que la plupart des gens qui changent d'alimentation le font quand ils sont face à un problème symptomatique. Donc c'est trop tard. Et c'est un peu dommage parce que changer d'alimentation, c'est pas seulement pour se guérir d'une pathologie, c'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on change d'alimentation. C'est changer d'alimentation, c'est aussi pour un mieux-être au quotidien, même quand on est jeune, même quand tout va bien. Essayer d'être à l'écoute de son corps et d'expérimenter une alimentation plus végétale. Vous verrez qu'il y aura des changements dans votre corps, mais aussi dans vos émotions, dans votre manière de réagir avec les autres au quotidien. Et ça n'a pas été beaucoup développé, mais voilà, je le dis, n'attendez pas, parce que généralement, quand on voit des symptômes, c'est pas toujours, mais souvent trop tard. C'est vrai. Merci. Ne vous prévenir, c'est guérir. Ah oui, je voulais juste revenir par rapport aux produits bio. C'est que on utilise aussi des produits chimiques en bio. C'est la différence avec le bio et le conventionnel, c'est juste qu'ils sont pas d'origine, sont d'origine naturelle. Donc voilà, au conventionnel, des produits chimiques de synthèse. Ça ne veut pas dire en bio qu'ils ne sont pas toxiques. Donc manger la peau sur les produits bio, on peut, mais il faut quand même les laver avant. En plus, le bio, il y aurait tout un. Comme le sulfate de cuivre, par exemple. Il y a plein de choses à dire sur le bio, sur la convention bio, enfin sur le les gens qui sont étiquetés bio, souvent, c'est pas forcément. C'est qu'en bio, les producteurs en général, ils ont une certaine conscience biologique. Ils essaient vraiment de limiter au maximum les traitements, notamment la culture conventionnelle, où on en met sans trop réfléchir. Déjà un état d'esprit qui est plus favorable. Mais c'est que parfois ça reste de la culture intensive. Oui, bien sûr. Même en étant respectueux de l'environnement, on peut utiliser des produits d'origine naturelle, comme par exemple les pyréphénoïdes, qui sont issus d'une plante, le pyrètre, et qui sont utilisables dans les cultures biologiques. Ça permet, c'est un insecticide naturel. Et c'est aussi toxique qu'un produit chimique de synthèse. Donc c'est pas une garantie. Non, c'est pas une garantie. Jamais une garantie. Moi, je voulais revenir sur la question de M. Lapin, est-ce qu'il faut enlever les épluchures du coup, avec les épluchures, moi je fais plein de trucs. Ouais. C'est vrai que parfois, au goût cru, par exemple, sur les carottes, des choses comme ça, c'est quand même moins, ne serait-ce qu'au niveau de la texture, mais je les mets dans la centrifugeuse, toutes les épluchures ensemble, à peu près tous les légumes et les fruits dans l'assaisonnement, et voilà, donc j'en fais du jus. Et après, le mou, les bouts qui restent, je les mets dans les gâteaux. Et je peux tout utiliser encore. Pas forcément le manger directement comme ça, je trouve que ça fait trop cru, mais tu peux transformer, soit même cuire, comme tu veux, de plein de manières différentes. Les épluchures, on peut les faire pousser aussi dans les épluchures de patates. Des fois, quand elles ne poussent jamais, on peut les mettre dans la table directement, puis des fois, ça pousse tout seul. Je ne sais pas après un peu plus d'une espèce, mais c'est bien. Je pense que ça marche pas trop. Il faut bien voir tout ça, je pense. Tu as déjà essayé? Ouais, c'est bien chose. Enfin, après, j'ai pas appris une petite. C'est vrai que si on coupe une pomme de terre en plusieurs morceaux, elle repousse. Ça marche pour la patate. Après, c'est du bouturage, quoi. C'est du bouturage avec des épluchures. Est-ce que le gluten, il encrasse le corps de quelqu'un qui le tolère? Comment ça se... C'est le gluten actuel, c'est ça qui peut faire la différence. Et le blé a été transformé quand même. Le gluten, voilà, c'est un gros sujet de gluten, on peut en parler aussi pendant longtemps. Depuis la Révolution verte, depuis les années 50, il y a eu beaucoup de rétrocroisement dans les variétés de blé. Et du coup, le blé, il est passé, il avait 7 chromosomes, je crois. Il est passé à plus d'une trentaine, une quarantaine de chromosomes. Et donc, le gluten est une chaîne vraiment peptidique très très longue. On n'a plus les enzymes nécessaires pour la couper. Et en plus, il y a le problème de l'intestin grêle. Est-ce que c'est qu'il est fondamentalement
jamais ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus dans les céréales actuelles? Bah, c'est les deux. Fondamentalement, il n'est pas très digeste de base. Même celui de jadis. Voilà, même celui de jadis, il n'est pas très digeste. Jadis, l'intestin grêle était bien perméable, donc ceux qui ne pouvaient pas digérer restaient à l'extérieur étaient évacués. Maintenant, comme l'intestin grêle est extrêmement poreux chez tout le monde parce que la pollution est généralisée, on prend plein de médicaments, on fume, on a plein de pollution dans l'environnement, le gluten mal digéré passe dans le sang. C'est ça qui est problématique. Même chez les gens qui sont pas cœliaques, même chez les gens qui pensent bien le tolérer, la plupart des gens, si vous passez en régime sans gluten, vous leur faites manger au bout de 3 semaines une baguette de pain blanc, ils ne dorment pas pendant 2 jours. Surexcité à fond. La fatigue. Fatigué, ou de tête, ou sur la documentation, sur la bibliographie, sur le gluten, c'est assez hallucinant. Pour le gluten, vous avez un très bon bouquin qui s'appelle Gluten, comment le biais moderne nous empoisonne, de Jean Vénusson. Vous avez tout l'historique, tous les détails, tous les effets, les études qui ont montré les effets sur le comportement, sur la santé, sur. C'est vraiment alarmant. Il y a des études au niveau psychiatrique qu'on fait là-dessus. Oui, complètement. Sur le trouble du comportement, la schizophrénie. Ça c'est fort. Et sur le creux aussi, ils ont fait une étude, ils ont déjà fait l'analyse sur la psychiatrie. Ouais, peut-être pas encore, c'est peut-être un peu trop tôt. Je pense pas, mais en tout cas, dans le bouquin de Jean Sénialé, vous avez la dépression, 100% de guérison par le coup. Sur combien de patients vous savez pas? Je sais, peut-être, je sais plus. Quand même encore plus simple. Il y a d'autres céréales qui contiennent du gluten. Est-ce que c'est la majorité de gluten aussi possible? Le sel, par exemple, ou l'avoine. Grosso modo, c'est les mêmes problèmes. C'est le même problème? Même que c'est ça? Alors, bio ou pas bio, c'est pareil. Le blé a été beaucoup plus croisé, donc les molécules de gluten sont beaucoup plus longues. Dans l'avoine, dans le kamut, dans les potres, vous avez quand même du gluten qui est peut-être un peu moins court, qui est peut-être un peu plus court, et qui présente les mêmes problèmes d'indigestion et d'encrassement du corps. Donc autant que possible, j'ai ici des céréales sans gluten. Oui, alors voilà, j'ai entendu ça aussi, il paraît que ça dégrade le gluten. Moi j'ai entendu aussi qu'il y avait beaucoup plus de vitamine E, et donc vous pouvez beaucoup mieux digérer le gluten. Parce que l'enzyme qui coupe le gluten consomme de la vitamine E, donc elle fonctionne mieux quand c'est germé. Donc blé germé. Blé germé, voilà, éventuellement. Dans le maïs, il n'y en a pas? Dans le maïs, il n'y en a pas. Tu as déjà regardé des tableaux où Après, il y a certaines personnes, vous avez Irène Grosjean par exemple, qui déconseille le maïs. Il nous montrait la molécule problématique, un pourcentage, et au niveau du maïs, le pourcentage était assez élevé, donc ça m'avait surpris. Je n'avais pas trop compris ce qui était. Dans les gluten, le gluten, c'est une classe de protéines. En fait, vous avez dedans les glutéines et les gliadines. Et dans le maïs, je crois que c'est des gliadines qui sont assez importantes et qui font quand même cet effet de colle, en fait, qui va coller les entérocytes et les villosités intestinales et donc dégrader la membrane intestinale. Il me semble aussi. Les débats peuvent continuer. Je vais juste signaler qu'il y a un buffet 100% végétal et cru derrière, qui est déjà prononcé. C'est un buffet végétal et cru à prix libre. Chacun donne en conscience en fonction de ses moyens. Et il y a aussi des jus de fruits et légumes crus à base d'extracteurs de jus. Donc vous pouvez commencer à vous servir ou continuer le débat. Pratiquer l'alimentation vivante, vous allez voir. C'est bien bon pour la santé, c'est bien bon.